Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour les cours de physique niveau terminal. Aujourd'hui, nous allons parler des oscillations mécaniques libres. Donc, les oscillations mécaniques libres ici concernent uniquement les options des terminales sciences mathématiques. Donc, avant de parler d'abord, en général ici, des oscillations mécaniques libres, allons définir d'abord c'est quoi un mouvement oscillatoire. Retenez ici qu'un mouvement oscillatoire est un mouvement de va-et-vient qui se répète identiquement à lui-même pendant un intervalle de temps. Alors, parlant ici des oscillations mécaniques libres, les oscillations sont dites ici libres. C'est lorsque le système, une fois écarté, est abandonné à lui-même. Je dis bien, les oscillations sont dites ici libres. C'est lorsque le système, une fois écarté, est abandonné à lui-même. Donc, on dira ici que les oscillations-là sont libres. Mais pour la rencontre d'aujourd'hui, nous allons faire l'étude d'un pendule élastique horizontal. C'est-à-dire, le ressort qui est là peut être disposé verticalement, on peut disposer aussi horizontalement. Mais pour la rencontre d'aujourd'hui, nous allons disposer horizontalement le ressort. Alors, l'étude du mouvement s'est fait ici à deux étapes. Le ressort qui est initialement posé ici, porte de l'autre extrémité un solide de masse M. Et l'autre extrémité est fixe ici à un banc d'essai. Allons choisir un banc d'essai par rapport auquel l'autre extrémité du ressort est fixée. De l'autre extrémité, on a un solide de masse M. Quand le ressort est au repos, on a l'effet ici de deux forces, à savoir le poids et la réaction. Les deux là servent ici à maintenir le solide sur la table ou bien sur ces bancs d'essai. Cependant, l'objectif c'est d'écarter le ressort et l'abandonner. Lorsqu'on écarte ici le ressort et on l'abandonne, le ressort effectue un mouvement de va-et-vient. Dit à l'action de quoi? D'une force qu'on appelle ici la force de rappel. La force de rappel est représentée ici, on l'appelle autrement la tension du ressort. Son objectif, c'est d'obliger le ressort à revenir à sa position initiale. Ou bien, lorsqu'on comprime ici le ressort, on peut comprimer le ressort, on peut l'écarter. Si on comprime le ressort sera obligé encore de revenir à sa position initiale sous l'effet de quoi? De la force de rappel, qu'on appelle ici la tension du ressort. Donc, ça veut dire quoi? Il y a deux cas en général. On peut écarter le ressort, on peut comprimer le ressort. Quand le ressort est écarté, la tension l'oblige à revenir à sa position initiale. Et quand le ressort est comprimé, la tension maintenant l'oblige à revenir à sa position initiale. Donc, la tension peut être représentée comme ça quand le ressort est écarté. La tension peut être représentée comme ça quand le ressort est comprimé. Donc, que ce soit le premier cas ou bien le second cas, retenez ici que la force de rappel là est toujours opposée au vecteur vitesse du solide, du centre d'inertie du solide plutôt. Par là, le vecteur vitesse est orienté dans ce sens, et comme ça on a comprimé, donc la tension s'oppose, et par là, le vecteur vitesse est orienté dans ce sens et la tension s'oppose par là. Donc, dans tous les cas, la tension s'oppose toujours au mouvement. Donc, comment peut-on étudier le mouvement de ces ressorts? L'étude dynamique commence toujours par les trois pas que nous avons énumérés. On a quoi? Le système à étudier, le référentiel d'étude et également le bilan des forces. Alors, nous allons commencer par quoi? Nous allons commencer ici par le système à étudier. Quand on demande ici le système à étudier, dans le cas précis, on a choisi quoi? Un solide S de masse M. Alors, il faut rappeler le système en disant quoi? Un solide S de masse M. De masse M. Il faut également identifier, énumérer plutôt le référentiel d'étude. Et on a dit dans les vidéos précédentes qu'il faut toujours choisir le référentiel terrestre supposé galiléen.
Après, il faut également identifier ici les différentes forces exercées sur le solide. C'est ce qu'on appelle le bilan des forces. On l'appelle autrement l'inventaire des forces. Cela consiste à énumérer les différentes forces représentées sur le solide. Mais dans le cas précis, on a 3 forces représentées, à savoir le poids, la réaction du plan et la tension du ressort. Alors, nous allons dire quoi? On dira ici, le solide S est soumis à l'action des forces suivantes. À l'action des forces suivantes. Quelles sont ces forces-là? Allons commencer par quoi? On a ici son poids. Je mets ici son poids. Et le poids égale à M fois G. Après, on a également la réaction. La réaction du plan. On note ça par R vecteur. Nous avons ici la tension du ressort. La tension du ressort. La tension du ressort étant notée par T, ça c'est égal à quoi? On va dire dans les classes de 12e année que la tension du ressort est le produit maintenant de la raideur K multiplié par l'élongation, qu'on peut appeler allongement, X. Alors, on multiplie par le vecteur unitaire suivant l'axe ici déjà, on a choisi. Le vecteur unitaire, on a choisi ici I vecteur. Nous sommes suivant l'abscisse, X. Alors, connaissant le bilan, la première question que vous allez rencontrer généralement dans les exercices, vous devez savoir, l'étude commence d'abord au petit 1 par la détermination de l'équation différentielle. Détermination de l'équation différentielle. Détermination de l'équation différentielle. Pour déterminer l'équation différentielle du mouvement, sans plus tarder, il suffit juste de passer par le théorème du centre d'inertie. Donc, on dira ici, d'après le théorème du centre d'inertie, qui nous dit ceci, que dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle de toutes les forces appliquées à un solide ici est égale à quoi? Au produit de sa masse par le vecteur accélération de son centre d'inertie. Dans le cas précis, quand on écrit le théorème du centre d'inertie, au niveau de la somme vectorielle de l'ensemble des forces extérieures appliquées, vous vous référez du bilan. On a énuméré ici combien de forces au niveau du bilan. Donc, c'est la somme de ces forces-là qu'on doit considérer par là. On a énuméré 3 forces, à savoir le poids, plus la réaction, plus la tension. Ça, c'est égal à M fois A vecteur. Vous mettez comme ça. Arrivé ici, on projette le TCI suivant les axes. Ici, on a OX et OY. On prend le cas là. On a OX et OY. Mais on constate ici que le ressort qui est là est disposé uniquement suivant l'axe OX déjà, suivant l'abscisse. Donc, on n'a pas besoin de décomposer suivant l'ordonnée. On prend juste ici suivant l'abscisse. Cependant, je peux mettre par là, suivant, projetons, suivant l'axe OX. Lorsqu'on projette, l'unique force ici appliquée suivant l'axe là, c'est la tension du ressort. Donc là-bas, on obtient la tension T vecteur égale à M fois A vecteur. On prend un module. En prenant un module, cela consiste à enlever les vecteurs. Alors, en se débarrassant maintenant de ces vecteurs-là, il faut tenir compte maintenant
il faut tenir compte le sens oscillatoire ici, ou bien le sens du mouvement oscillatoire du ressort par rapport ici au sens d'orientation vectorielle de la tension. La tension étant opposée au vecteur vitesse du centre d'inertie du solide, alors on obtient maintenant une force de résistance. Alors au début, on a même dit ici que c'est une force qui sert ou bien qui a pour rôle ramener le ressort à sa position initiale. Donc c'est une force de rappel en général. Cependant, on obtient une force de résistance, T moins T étant égal à M fois A. Alors, arrivé ici, vous revenez un peu en cinématique au début. En cinématique, on vous a fait savoir que l'accélération, on nous a fait savoir en cinématique que l'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et tandis que la vitesse aussi est la dérivée de l'abscisse x par rapport au temps. Donc cela veut dire quoi? Lorsqu'on dérive ici la vitesse, on trouve l'accélération. Et lorsqu'on dérive l'abscisse, on trouve aussi l'accélération. On trouve ici maintenant la vitesse. Donc par conséquent, quand la dérivée seconde maintenant de l'abscisse donne l'accélération. Donc lorsqu'on dérive la vitesse, lorsqu'on dérive plutôt l'abscisse, une fois, on obtient x dérivé. Et lorsqu'on dérive aussi la vitesse, on trouve l'accélération. Ça veut dire que lorsqu'on dérive maintenant l'abscisse deux fois, on obtiendra ici l'accélération. Donc cela signifie maintenant que l'accélération peut être remplacée par la dérivée seconde maintenant de l'abscisse. Donc si tel est le cas, dans cette relation maintenant, partout où il y a A, on peut remplacer par x seconde. On obtiendra moins T, cela est égal à M fois x seconde. L'expression qui est là, je divise chaque membre maintenant par la masse. Lorsqu'on divise et je remplace en même temps la tension par K multiplié par X, comme l'avons dit ici au début, que la tension du ressort égale à K fois X. En module, le vecteur unitaire là, on sait qu'un vecteur unitaire est un vecteur dont le module égale à 1. On se débarrasse de ce vecteur unitaire I. Alors, en prenant ici, nous allons obtenir moins Kx, cela doit être égal à M fois X seconde. Lorsqu'on divise par la masse, membre à membre, alors on obtiendra maintenant moins Kx sur la masse M, cela est égal à M fois X seconde divisé par la masse. Et là, maintenant, on peut simplifier la masse ici. On obtiendra maintenant, on transpose ça au second membre. En venant, ça doit changer de signe. On obtiendra maintenant X seconde plus K X sur M, ça c'est égal à 0. Et cette expression-là est appelée équation différentielle du mouvement. Ça, c'est la première équation différentielle du mouvement. Alors, il existe aussi d'autres équations différentielles que nous allons déterminer plus loin. Mais pour le moment, la première équation différentielle, c'est x seconde plus kx sur m égale à 0. Donc, parlant ici de l'équation différentielle, voilà comment il faut déterminer. Pour la suite maintenant, allons essayer de parler au petit 2. Au petit 2, à présent, nous allons parler de l'équation horreur du mouvement. Allons parler de l'équation horreur du mouvement. L'équation horreur. Alors, l'équation horreur du mouvement, retenez ici que l'équation horreur du mouvement est une solution de l'équation différentielle. Je dis bien, c'est une solution de l'équation différentielle. Mais pour que cette équation horreur du mouvement soit une solution de l'équation différentielle, il faudrait qu'elle admette encore une autre équation différentielle identique à la première.
Mais pour le moment, nous allons parler de cette équation différentielle. On verra ici comment nous allons parler de l'équation Euler et on verra ici comment cette équation Euler peut ici admettre une autre équation différentielle ici, identique à la première. Donc, retenez ici que l'équation Euler du mouvement est une fonction sinusoïdale de la forme. On dira ici, c'est une fonction sinusoïdale. C'est une fonction sinusoïdale de la forme x est égal à xm cosinus facteur de oméga 0 t plus phi. Voilà l'équation Euler du mouvement. Cette équation Euler du mouvement, x est appelée élongation, on peut l'appeler l'allongement. Xm est appelé ici élongation maximale ou bien on peut l'appeler amplitude. Et oméga 0 est appelé pulsation. Phi est appelé la phase à l'instant initial. Alors nous allons énumérer ces paramètres. Je dis bien, x qui est là est appelé élongation ou bien allongement. Je prends ici élongation, qui est exprimé en mètres dans le système international, et xm est appelé élongation maximale ou amplitude. Exprimé aussi en mètres dans le système international. Oméga 0 est appelé ici pulsation. Ça, c'est la pulsation. Exprimé en radians par seconde. Et phi est appelé la phase. Ça représente ici la phase. Mais la phase à l'instant initial t égale à 0. Tandis que la somme oméga 0 t plus phi, la somme, l'argument qui est là, l'argument de la fonction cosinus maintenant, oméga 0 t plus phi, représente la phase à l'instant t. Donc, on dira ici, c'est la phase à l'instant t. La phase à l'instant t. La phase à l'instant t. La phase qui est là est exprimée en radians. Ça, c'est en radians. Et ici aussi, la somme là est en radians. Donc, voilà en quelque sorte ce qu'il faut retenir au niveau de l'équation Euler du mouvement. Je dis bien, l'équation Euler du mouvement est une fonction sinusoïdale de la forme x égale à x max cosinus de oméga 0 t plus phi. C'est une solution de l'équation différentielle. Donc, pour que cette équation Euler soit une solution de l'équation différentielle, il faudrait qu'elle admette ici une autre équation identique à la première équation différentielle obtenue. Donc, sur ce, nous allons parler maintenant de la vitesse et de l'accélération du mouvement. Ce qui nous conduira directement au niveau de la vitesse. Donc, au petit 3, nous allons parler de la vitesse du mouvement. La vitesse du mouvement. Pour trouver la vitesse du mouvement, on passe par la définition. Par la définition. On a rappelé tout à l'heure que la vitesse n'est rien d'autre que la dérivée
de l'abscisse là, x déjà par rapport au temps. Donc, si tel est le cas, l'abscisse qui représente ici l'équation horaire, donc la dérivée maintenant de cette équation horaire par rapport au temps donne la vitesse du mouvement. Donc, on peut dire maintenant que la vitesse V étant la dérivée par rapport au temps, facteur, je remplace l'abscisse par son expression. On aura x max cosinus facteur de oméga 0 t plus phi dérivée. X max est une constante, on fait sortir, on ne dérive pas. Alors, on obtient la vitesse égale à x max, facteur maintenant, cosinus de crochet d'abord, facteur ici, oméga 0 t plus phi dérivée. On dérive ça. Alors, pour dériver ça, il faut se servir des propriétés mathématiques qu'on a énumérées ici sur les paramètres cinématiques. Quelles sont ces propriétés mathématiques? Retenez ici que la fonction cosinus de u dérivé égale à moins u dérivé sinus de u. U, c'est quoi? C'est l'argument. Et notre argument ici, c'est l'argument ici de notre fonction cosinus, c'est quoi? C'est oméga 0 t plus phi. Alors, en passant par cette propriété mathématique, on met ici d'abord le signe moins de la propriété. Allons obtenir la vitesse V égale à moins, on a d'abord x max. Et par là, on met facteur. Notre U, c'est l'argument qui est là. Donc, ça donne oméga 0 t plus phi dérivé. Après, sinus de U. Et notre U, c'est l'argument oméga 0 t plus phi. Voilà comment il faut dériver. La dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Donc, ce qui est là, je dois dériver ici phi à part, je dérive aussi oméga 0 t à part. Mais phi, c'est quoi? C'est une constante. Et sa dérivée doit être égale à 0. Donc, ça reste uniquement oméga 0 t dérivé. On dérive ça. On prend la vitesse V égale à moins x max facteur oméga 0 t dérivé sinus facteur de oméga 0 t plus phi. Arrivé ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait sortir la constante oméga 0. Ça reste maintenant t. La dérivée de t est déjà égale à l'unité. Donc, dans l'expression là, comme la dérivée de t égale à l'unité, on obtiendra maintenant v égale à moins v max oméga 0 facteur de t dérivé sinus facteur de oméga 0 t plus phi. Alors, la dérivée de t égale à 1. Donc, on obtient finalement la vitesse v qui est égale à moins x max oméga 0, la fonction sinus facteur de oméga 0 t plus phi. Voilà l'expression de la vitesse. L'expression de la vitesse ici, il y a des remarques à faire. Quelles sont ces remarques-là? On a trouvé un signe moins. Pour se débarrasser du signe moins, le candidat doit faire quoi? Le candidat doit se servir du cercle trigonométrique. Quand on prend le cercle trigonométrique, on a moins sinus par là, on a plus sinus ici, moins cosinus et plus cosinus. Alors, en prenant ici moins sinus, comme la vitesse est à moins sinus, l'objectif c'est de ramener maintenant à plus sinus ou bien cosinus. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on quitte de moins sinus à sinus, nous sommes à pi. Donc, ça veut dire que la phase doit augmenter de pi. Si tu veux maintenant aller au niveau de plus sinus, vous prenez ici phi plus pi. On augmente la phase maintenant de pi. Donc, par conséquent, on peut dire d'autre part, la vitesse égale à x max oméga 0. On prend ici sinus facteur de oméga 0 t plus phi plus aussi pi.
Voilà l'expression de la vitesse, on peut l'écrire comme ça. Autrement, si tu comptes aller de moins sinus vers plus cosinus, entre moins sinus et plus cosinus, tu dois ajouter la phase ici. La phase doit augmenter de pi dB. Donc, quelqu'un d'autre peut l'écrire autrement en disant quoi? V égale à x max oméga 0, la fonction cosinus de oméga 0 t plus phi, mais plus aussi pi demi. Pi demi. Alors, arrivé ici, nous allons déterminer, on va se servir de l'expression là pour déterminer la valeur maximale de la vitesse. Dans un exercice, lorsqu'on vous demande de déterminer la valeur maximale de cette vitesse, alors pour déterminer la valeur maximale de cette vitesse, alors on va mettre ici remarque. Remarque. Cette vitesse qui est là est de la forme V égale à V max, la fonction sinus facteur de oméga 0 t plus phi déjà. Pour qu'on puisse obtenir cela, il faudrait que phi qui est là augmente maintenant de pi. On a dit ça tout à l'heure. Donc par comparaison, V max, la vitesse maximale correspond ici au produit de l'amplitude ici par la pulsation. On peut dire maintenant que cette remarque, alors par définition, retenez ici que la vitesse maximale, lorsqu'on vous demande de calculer la vitesse maximale dans un exercice, c'est la valeur absolue maintenant de x maximale multipliée par oméga 0. Voilà comment il faut calculer la valeur maximale de la vitesse. Connaissant l'expression de la vitesse, l'objectif à présent, au petit 4, c'est de parler de l'accélération. Allons parler maintenant de l'accélération. L'accélération ici, c'est quoi? On met ici petit 4, accélération du mouvement. Accélération du mouvement. L'accélération aussi. Précédemment, on a dit quelque part que l'accélération est la dérivée de la vitesse aussi par rapport au temps. Si l'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, alors on peut dériver la vitesse que nous venons ici d'obtenir. Je viens d'obtenir une expression de la vitesse. Je dois me servir de l'expression de cette vitesse-là en disant quoi? Par définition. Je mets ici par définition. L'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Alors, la vitesse, l'expression de la vitesse obtenue ici, on remplace maintenant. Lorsqu'on remplace, on obtiendra l'accélération est égale à la dérivée par rapport au temps. La dérivée par rapport au temps, facteur, la vitesse, on a moins x max oméga 0, la fonction sinus facteur de oméga 0 t plus phi. On dérive ça. On fait sortir les constantes. On a x max et oméga 0 qui représentent ici des constantes. Donc, on fait sortir. On obtient moins x max oméga 0, facteur maintenant, sinus ici de oméga 0 t plus phi dérivé. On dérive ça. Alors, lorsqu'on dérive cela, on doit se servir de la propriété mathématique. Quelle est cette propriété mathématique? On dira ici avec sinus de u dérivé étant égal à u dérivé cosinus de u. Notre u, c'est l'argument. Donc, ça veut dire que l'accélération qui est là, on peut obtenir maintenant, on obtiendra ici moins x max oméga 0. Notre u, c'est l'argument. Donc, on prend facteur oméga 0 t plus phi
dérivé après cosinus facteur de oméga 0 t plus phi. Alors, comment il faut appliquer la propriété? Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est de dériver U qui est là. Et U représente oméga 0 t plus phi. Phi étant une constante, sa dérivée égale à 0, va rester quoi? Oméga 0 t dérivé. On fait sortir oméga, on dérive maintenant t. Lorsqu'on dérive t, la dérivée de t égale à 1. Et tout nombre multiplié par 1, ici déjà, oméga multiplié par 1, ça donne oméga 0 toujours. Oméga 0 ici multiplié par 1. Donc par conséquent, comme la dérivée la donne oméga 0 multiplié par oméga 0 nous donnera ici oméga 0 au carré. Alors l'expression maintenant de l'accélération, nous allons obtenir l'accélération est égale à moins x max, on a oméga 0 au carré multiplié par la fonction cosinus de oméga 0 t plus phi. Alors, voilà l'expression de l'accélération. On peut également se débarrasser du signe moins comme l'avons expliqué au niveau du cercle trigonométrique. Celui qui veut, tu peux ramener ça directement au niveau des plus cosinus. Ou bien tu pars directement au niveau des plus sinus. Mais je vais maintenir l'expression comme ça, comme on l'a fait ici. Je maintiens aussi l'expression là comme ça. Donc, si tel est le cas, retenez ici que l'accélération qui est là est de la forme AM cosinus facteur de oméga 0 t plus phi. Cela veut dire quoi? On a ici une équation déjà différentielle. Lorsque la première ici prend sa valeur maximale, la deuxième aussi doit prendre sa valeur maximale. Et la valeur maximale ici de la fonction cosinus, c'est quoi? C'est 1. Alors, on dira ici, si déjà cosinus de oméga 0 t plus phi égale à 1, on a la valeur maximale de la fonction cosinus. Donc, l'accélération aussi prend sa valeur maximale. Par conséquent, la valeur maximale de l'accélération, ça doit être égal à la valeur absolue ici maintenant de x max oméga 0 au carré. Pour calculer, il faut passer par ça. Donc, pareil aussi par là, la valeur maximale ici de la vitesse. Pour que la vitesse prenne sa valeur maximale, il faudrait que la fonction sinus aussi prenne sa valeur maximale. Et la valeur maximale de la fonction sinus ici, c'est 1. Donc, quand la fonction sinus prend sa valeur maximale, la vitesse qui est là aussi prend sa valeur maximale. On dira maintenant que la vitesse maximale est égale à xm multiplié par oméga 0. Alors, en quelque sorte, comment peut-on interpréter cela? C'est ce qu'on vient ici de noter au niveau de la vitesse maximale et de l'accélération maximale. Donc, connaissant la vitesse et l'accélération, cependant, nous allons revenir au niveau de l'ensemble des équations obtenues. On a obtenu ici les équations suivantes. On dira quoi? On obtient les équations suivantes. Les équations suivantes. Quelles sont ces équations? La première équation obtenue, c'est l'équation différentielle x second qu'on a obtenue là-bas, plus kx sur m égale à 0. Ça, c'est la première équation. La deuxième équation, c'est l'équation horreur du mouvement. X max cosinus facteur de oméga 0 t plus phi. Ça, c'est la deuxième équation. La troisième équation obtenue, c'est la vitesse. La vitesse peut être représentée par x dérivé. Donc, ça, c'est égal à quoi? À moins x max oméga 0, la fonction sinus facteur de oméga 0 t plus phi. Ça, c'est la troisième équation. Alors,
La quatrième équation obtenue, c'est l'équation, ici, c'est l'accélération déjà plutôt. L'accélération est la dérivée seconde maintenant de x qui doit être égale à moins x max. Ici, on a oméga 0 au carré. La fonction cosinus de oméga 0 t plus phi. On a la quatrième équation. Alors, à travers maintenant ces équations, c'est-à-dire la deuxième, la troisième et la quatrième équation là sont obtenues à partir de l'équation Euler. Je dis bien, la troisième et la quatrième équation là sont obtenues à partir de la deuxième équation. Et cette équation là est l'équation Euler. Et on a dit quelque part que cette équation est une solution de l'équation différentielle. Alors, pour qu'elle soit ici une solution de l'équation différentielle, il faudrait qu'elle admette une autre équation différentielle identique à la première. Cependant, pour obtenir maintenant cette deuxième équation différentielle, je reviens dans l'expression là. Dans l'expression là, on cherche à ressortir l'expression de x. Donc, je peux dire quoi? De la relation numéro 4, virgule, on obtiendra ici x second qui est égal à l'accélération. Ça, c'est égal à quoi? À moins x max oméga 0 au carré, la fonction cosinus facteur de oméga 0 t plus phi. Alors, dans l'expression là, je factorise ici par moins oméga 0 au carré. On va obtenir x second égale à moins oméga 0 au carré. Facteur, ici on aura x max cosinus facteur de oméga 0 t plus phi. Ce qui est là, l'expression qui est là représente quoi? L'équation Euler du mouvement. Donc, comme l'expression qui est là représente l'équation Euler du mouvement, on peut remplacer cette expression-là directement par x. On obtiendra maintenant x second égale à moins oméga 0 au carré multiplié par x. On transpose ça par là. Nous allons obtenir x second plus maintenant oméga 0 au carré fois x égale à 0. On obtient la cinquième équation. Et cette équation qui est là représente la deuxième équation différentielle qui est identique ici à la première. Alors, par conséquent, l'équation Euler est une solution de l'équation différentielle, de la première équation différentielle. Donc, connaissant ces équations-là, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième et la cinquième d'ailleurs équation, on peut maintenant élaborer ou bien déterminer ici les caractéristiques du mouvement. Quelles sont les caractéristiques? On note ça par, on s'est limité d'abord au niveau de 3. Ici on a 4, ici